merci infiniment à la EPS. Merci à l'équipe de Stéphane, toute son équipe avec tous les t-shirts rouges là, qui vous ont conduit jusque-là. Moi, je crois beaucoup au débat aussi. Et je pense que vous faites partie des gens qui provoquent ce débat, notamment en Île-de-France. Enfin, je suis très honorée, en tout cas, de faire la rentrée de ces bistrots pédagogiques pour l'Île-de-France. Alors, je vais vous parler de l'EPS. C'est pas tellement un scoop, et des nouveaux programmes qui sont évidemment dans le... Mais avant tout cela, il y a quelques petits préambules que je voulais partager avec vous. D'abord, l'éducation physique et sportive, c'est vous. C'est vous, c'est moi, c'est nous tous. D'accord ? Ce ne sont pas les textes, ce ne sont pas les programmes qui font l'éducation physique et sportive. Vous voyez que on pourrait croire que je me dépossède de quelque chose qui m'est cher, mais non. Ce qui est important dans l'éducation physique, c'est la discipline que vous faites vivre à vos élèves au quotidien. Combien parmi vous sont en poste? Levez la main. Quand même, oui. Et il y a des étudiants? Bien, très bien. Et bien même les étudiants, c'est vous quand même. Dans votre futur, c'est tout ça. Hein. L'éducation physique, la place que le système éducatif donne à l'éducation physique, et au-delà de ça, la société, on a été rattrapé par l'actualité, on va en reparler, hein, mais on a un petit rapport qui est sorti il n'y a pas longtemps, là, qui nous a un peu déstabilisés, enfin, on va en reparler. Mais cette place de l'EPS au sein du système éducatif, elle est ce que nous en ferons tous à notre échelle. Vous dans vos collèges, dans vos lycées, les inspecteurs pédagogiques dans leur rectorat et au-delà dans leur académie, et nous à notre niveau. On est tous embarqués dans le même bateau et ça, c'est vraiment une conviction qu'il faut qu'on partage. Et les programmes, c'est un des aspects, c'est évidemment très important dans notre discipline, mais c'est surtout ce que vous en ferez, ce que nous en ferons sur l'ensemble des terrains. Alors j'ai pris les terrains, les stades, les gymnases, les piscines, les forêts, tous nos sites dans lesquels on peut faire de l'éducation physique. D'où l'importance essentielle de l'appropriation de ces programmes par le terrain, par les enseignants que vous êtes, et d'où l'essentiel travail également de tous les corps d'inspection pédagogiques régionaux, dont certains sont ici et pour lesquels je veux rendre hommage. Je l'ai déjà fait dans l'article de la revue EPS si certains l'ont lu, mais ils font un travail, les corps d'inspection territoriaux, sans eux, il n'y aurait pas d'EPS non plus. C'est pas le groupe IG, c'est 5 inspecteurs généraux. Hein. Autant vous dire que ce n'est pas les 5 qui font l'EPS sur tout le territoire. C'est les 5 plus les 90 IPR EPS qui œuvrent régulièrement, tout le temps, quotidiennement, et qui aident à cette appropriation pour que véritablement l'EPS vive auprès des élèves. Ne jamais oublier qu'on est là pour eux. Ça, c'est un petit préambule. Donc, l'intervention va avoir 4 parties qui sont très inégales, que j'assume complètement. C'est-à-dire que il me semble que les programmes, vous les avez tous lus. Enfin, j'imagine. Donc, c'est pas tellement de vous expliquer ce qu'il y a dans les programmes, on va y revenir. Mais ce qui est important, c'est tout ce qui n'est pas dit et tout ce qui n'est pas écrit. Les définitions d'un programme, la théorie, tout ça, on le trouve hein, dans les livres. Ce qui est important, c'est tout le reste. Donc c'est pour ça que je vais faire un temps un peu plus long sur le cadre général de la réflexion qui nous a amené à ces programmes. L'esprit des nouveaux programmes, donc plutôt en termes d'esprit que de lettres, même si on va vite fait, comme disent les jeunes, on va vite fait passer sur la lettre. Quelques points clés, et enfin finir par les enjeux qui nous attendent. Hein. Ils sont tous actuels et devant nous. Alors, le cadre général de la réflexion. Un programme disciplinaire, des définitions théoriques, on en a absolument partout. Je vais revenir dessus tout à l'heure. On en trouve. Mais ce qui nous paraît important, c'est de bien prendre conscience que les élèves vivent une EPS au centre de 3 tensions majeures que j'ai estimées comme étant 3 tensions majeures. Il y en a d'autres, mais moi j'ai zoomé sur quelques-unes. La tension entre la société et l'école. Parmi cette tension avec la société et l'école, il y a la tension entre la société et l'EPS
Et parmi ça, le sport et l'EPS, l'actualité, encore une fois, nous rattrape là-dessus. Et le diaporama, je l'ai fait avant la sortie du rapport de la Cour des comptes. Hein, mais là, c'est tellement prégnant évidemment qu'on va y revenir. Et puis, une troisième tension que peut-être vous mesurez moins, ou peut-être vous la percevez différemment de nous, c'est la tension entre ce qui relève du national et de ce qui relève du local. Du local, c'est la vie. Donc évidemment, je vais reprendre ces différentes tensions. C'est ça le cadre de réflexion globale. Donc la tension société-école, ça interroge évidemment le rôle de l'école dans la société. Philippe Mérieux, il bascule la phrase en disant on pourrait aussi se demander ce que l'école attend de la société. Mais en général, c'est plutôt dans l'inverse, c'est-à-dire qu'est-ce que la société attend de l'école. On est souvent dans cet esprit-là. Et là, moi, je n'ai pas de réponse, mais il y a plusieurs courants, il y a plusieurs discours, il y a plusieurs débats autour de ça. Il y a un débat autour du fait que l'école est là pour préparer des citoyens. C'est bien, c'est évident, il faut qu'en effet, on construise le citoyen. D'ailleurs, c'est dans notre finalité des programmes. Mais avec un modèle ce qu'on appelle adéquationniste, c'est-à-dire il faut qu'il soit adaptable à la société, il faut qu'il soit formaté avec la dimension économie de marché derrière. C'est particulièrement vrai en voie professionnelle. Les programmes de la voie professionnelle, la transformation de la voie professionnelle, il faut être sans arrêt vigilant sur le fait qu'on n'entre pas au lycée pro seulement pour apprendre un métier. C'est pas parce qu'on a besoin des métiers de la production qu'il faut ouvrir que des sections en production. Vous voyez, il y a toute cette dimension du lycée professionnel qui est là pour faire grandir les élèves, leur apprendre, leur construire des compétences beaucoup plus larges et au-delà de leur seule pratique professionnelle. Donc ça, c'est un modèle qui existe et qui est défendu par certains. À l'opposé de ça, on a des courants qui pensent que l'école, elle doit être carrément une contre-société. C'est-à-dire qu'on doit faire autre chose que ce qui est prôné dans la société. Donc c'est toute la... Par exemple, Régis Debray est sur cette posture-là. En argumentant, en disant l'école ne doit pas reproduire la société de marché, l'individualisme, tout ce qui est évidemment met les gens en concurrence. Et puis évidemment il y a des dispositions, il y a des gens qui ont des postures un peu intermédiaires, et donc ça, la fonction thermostatique de l'école, je ne sais pas si ça vous paraît clair, c'est en fait l'école, elle est là pour prendre le chaud ou le froid de la société et décider de ce qui est bien à prendre et de ce qui n'est pas bien à prendre. Parce que parfois, la société a raison. En ce moment, il y a beaucoup de débats sur l'égalité homme-femme, par exemple. La société, elle a raison de le faire. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne dirait pas que dans l'école, on doit apprendre les débats qui existent actuellement dans la société. Toute l'inclusion, toute la dimension inclusive sur les personnes en situation de handicap, etc. C'est des débats qu'il y a dans la société qui évoluent énormément. Et donc, oui, l'école doit sans doute relayer ça. Donc, cette fonction thermostatique qui est portée par Neil Postman et qui est repris par Philippe Mérieux, voilà, je l'ai cité tout à l'heure, dans un article du Café Pédagogique que je trouve vraiment intéressant, à cela d'intéressant, voilà, de se dire qu'est-ce qu'on prend et qu'est-ce qu'on rejette et qu'est-ce qu'on doit, de quoi on doit les protéger nos enfants, mais en même temps à quoi on doit les préparer. Alors nous en EPS, ça peut s'objectiver très, on peut donner un exemple très précis, par exemple le e-sport. Qu'est-ce qu'on en fait? Le e-sport, il se développe dans la société. Je suis sûre qu'il y en a qui jouent ici, qui oseront peut-être pas le dire, mais il y en a qui jouent. Et qu'est-ce qu'on en fait? Alors, je dis pas en EPS, mais est-ce que l'école doit avoir un avis là-dessus? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on laisse toute cette réflexion-là en dehors de l'école? Et même en dehors de l'EPS. Ou est-ce que l'EPS a un rôle à jouer? Ce qui ne veut pas dire, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ce qui ne veut pas dire que le e-sport va rentrer dans la liste nationale, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Mais on a vraiment des objets comme ça qu'on doit questionner. Voilà. Et il y a une dimension sur laquelle on est plutôt tous à peu près d'accord, c'est que l'école reste un endroit, reste un espace
plus égalitaire qu'ailleurs. On va dire comme ça, même si c'est pas complètement parfait. On a quand même une école qui essaye de compenser, bon an mal an, les inégalités familiales, parce que la famille, le hors-école, c'est là où il y a le plus d'inégalités. Donc on a, je pense que dans tous ces modèles-là, tout le monde partage cette idée qu'il faut que l'école qu'on propose arrive à, je dirais pas compenser, mais aille dans le sens de cette compensation des inégalités. Par rapport à tout ça, après, il y a des décisions politiques qui sont prises. Pas par nous, hein, par les ministres, par les députés, par des gens qui, parfois des technos, ça peut arriver. Et il y a des choix politiques qui sont faits. La réforme du lycée, c'est à l'issue d'un choix politique. On a dit il faut que les élèves qui arrivent en lycée, il faut que leur parcours soit plus personnalisé et qu'on les projette davantage vers le supérieur. Parce que dans le supérieur, ils ne réussissent pas bien. Ils ne réussissent pas tous. Alors, ils ne réussiront toujours pas tous, mais il y avait quand même cette idée. Et puis la transformation de la voie professionnelle, c'est pareil. On essaye de donner des choix aux élèves, plus de choix pendant ce temps du lycée. Alors, compenser les inégalités familiales, tout le monde va être d'accord là-dessus. Moi, je fais juste un petit point de vigilance. Attention, l'école n'est qu'un temps éducatif parmi tant d'autres. L'école, c'est 10% du temps d'un enfant. Donc j'ai fait une petite calcul. J'ai fait juste une petite... voilà. 36 semaines, on a convenu qu'une année scolaire, c'était 36 semaines. À 24 heures par semaine en primaire, on est à 864 heures. Et une année, c'est 8760 heures. Vous m'accorderez, on peut arrondir à 10%. Alors, évidemment, en lycée, ils en ont plus, en collège, mais bon, ils ont plus d'heures par semaine, mais je ne suis pas sûre qu'ils aient toutes leurs 36 semaines, hein, on va se dire les choses assez claires. Donc, l'ordre de grandeur, c'est ça. Un autre exemple, la Ligue de l'enseignement s'est amusée à calculer pour un enfant qui entre à 12 ans à l'école. Il a passé 4 ans à dormir, 4 ans d'activité domestique, c'est-à-dire il était en famille. Il a regardé 1 an la télé, 1 an il a été dans des activités d'écran et 1 an dans des activités organisées, périscolaires, le sport, etc. Et 1 an à l'école. Tout ça, c'est pas scientifiquement prouvé, c'est une extrapolation et c'est évidemment une réflexion qu'on a. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que restons humbles, d'accord ? On ne va pas changer tout grâce à l'école. Et surtout, l'école ne peut pas tout faire à elle toute seule. Donc ça, c'est vraiment un point qu'il faut qu'on partage. Société EPS, tout à l'heure, j'ai vraiment zoomé sur le sport, ce sera le 3e point. Mais avant ça, il me semblait qu'il y avait trois points en fait, qui lient les tensions qu'il y a entre la société et l'EPS, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce que la société pourra attendre de l'EPS. Donc, il y a une attente autour de la citoyenneté, autour de la santé, santé publique, et autour des sports. On va les prendre un par un, ceux-là. Alors, chaque point pourrait être une intervention à elle toute seule. Hein. Donc, EPS et citoyenneté, c'est évident, enfin, c'est pas tellement discuté d'ailleurs. Hein. On a eu un climat de société compliqué avec des attentats, la charte de la laïcité, tout ce qui tourne autour de l'identité des élèves et la transmission des valeurs de la République. J'aurais pu mettre des points de suspension. Hein. Il y a évidemment une grosse pression, on va dire, de la société pour qu'on arrive à les faire, à ce que ces valeurs soient incarnées. Et justement, l'EPS, elle arrive avec une particularité où on parle de citoyenneté en acte, c'est-à-dire en EPS, on n'apprend pas par cœur, tous les textes autour de la déclaration des droits de l'homme. On n'apprend pas ça. Mais en revanche, les élèves sont dans des situations où ils doivent produire ensemble, se mettre d'accord, fonctionner ensemble, se respecter et faire des tas de choses ensemble. Et toute cette dimension collective et cette dimension de socialisation, avec le respect des règles,
Alors là, s'il y a une chose que tout le monde nous accorde, c'est qu'au moins en EPS, on apprend à respecter des règles. Ça, c'est... Y compris nos collègues IG d'autres disciplines qui disent oui, mais là, eux, ils ont des règles à respecter. Bon, heureusement, il y a autre chose que les règles pour la citoyenneté, mais en tout cas, on a en EPS une vraie identité, on est repéré par rapport à ces éléments-là. EPS santé, c'est encore plus flagrant. Ça ne fait pas de débat. La santé, enfin l'EPS, c'est bon pour la santé. Ça, c'est la majorité des gens de l'usager, de la boulangère jusqu'au ministre sont d'accord sur ce point. Alors, on peut s'appuyer, là je me suis appuyée sur la dernière étude d'août 2019 qui en fait révèle une vraie étude qui a été faite en 2017, mais le temps qu'il se soit produit, par l'adresse. Vous savez ce que c'est l'adresse? Je l'ai noté parce que je ne sais jamais le truc, l'acronyme, Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. C'est souvent tout ce qui tourne en effet autour de la santé et je travaille beaucoup avec les médecins d'ailleurs de l'éducation nationale et les infirmières. Donc ça dit quoi? Je détaille pas trop, ça dit que le surpoids et la surcharge pondérale, ça devient un peu préoccupant. Plus préoccupant qu'avant. Voilà. Que ça touche plus les jeunes filles que les garçons. Et que ça touche plus les enfants d'employés que les enfants d'ouvriers que les enfants de cadres. Bon, on pourrait dire ça, on aurait pu le deviner. Mais les chiffres sont quand même assez intéressants et impressionnants. C'est-à-dire que c'est quand même du simple au double entre un enfant d'ouvrier et un enfant de cadre. Et quand on parle de compenser, d'essayer de réguler, d'avoir une fonction thermostatique de l'école, c'est bien qu'on est quand même obligé de prendre ça en compte. Il y a des situations, il y a des endroits, il y a des, je pense à l'éducation prioritaire, mais pas que, où ça doit être un objet vraiment d'étude et d'attention. Donc ça, c'est la courbe sur laquelle elle s'est appuyée. Ce qui a fait réagir, c'est pas... Vous voyez, il y a des études tous les 8 ans, 2001, 2009, 2017, et là, c'était très stable. Et en 2017, il y a un vrai pic. Donc, on se dit, on n'est pas sur la bonne pente, quoi. Et jusqu'à maintenant, en France, on arrivait à essayer à réguler un peu ça. Parce que dans d'autres pays, c'est pire, donc il faut toujours se consoler quand on se compare. Donc cette étude, elle nous dit des choses de ce que la société attend de l'EPS, enfin de l'école et donc de l'EPS. Elle dit d'autres choses aussi qui n'ont pas du tout été relayées médiatiquement. Peut-être vous l'avez lu, l'étude, mais elle dit que l'exposition aux ordinateurs, c'est de plus en plus inquiétant. La moitié des collégiens de classe de 3e sont 3h30 par jour devant les écrans, alors que le seuil, ce serait à 2 heures. Et ça, c'est en semaine. D'accord? Et elle dit, alors donc ça, là aussi, on a quelque chose à faire, sans doute. J'en reviens à mon e-sport. On a peut-être sans doute un message à passer, quelque part. Et elle dit aussi, cette étude, que près de 7 collégiens sur 10 déclarent pratiquer un sport. 74% des élèves. C'est bien quand même, non? Alors il y a plus de garçons que de filles, et c'est du déclaratif. Donc bon, on a toujours une petite réserve là-dessus, mais en tout cas, par rapport à tout le discours qu'on a entendu là autour de la Cour des comptes, etc., on pourrait peut-être penser que l'EPS y est pour quelque chose. Peut-être. Parce que quand même, au final, il y a 74% des élèves qui déclarent faire du sport. Donc c'est important de l'avoir en mémoire. Par rapport à toute la pratique, l'activité sportive, etc., je vous renvoie aux travaux du laboratoire. J'ai mis le laboratoire de Marseille, je mettrai mieux peut-être c'est tout ce qui est fait autour de l'université de Marseille avec Maxime Travers, etc., qui a étudié pourquoi les élèves abandonnent la pratique, pourquoi ils y vont pas, etc. Et tout ça, c'est vraiment très bien étudié et très intéressant. Et Maxime se fera un plaisir de venir vous le présenter, j'en suis sûre. Et je dis pas ça parce que c'est mon vice-président d'Agreg, mais
Cette promotion des activités physiques et sportives auprès des enfants dans une perspective de santé, ça a été, c'est un engagement du gouvernement en 2019. C'est écrit. Priorité à l'alimentation, la nutrition, l'activité physique. Et dans cette priorité, il y a promouvoir les activités physiques. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Il faut qu'on l'ait à la fois quand on travaille, quand on réfléchit sur les programmes, mais aussi quand on les fait vivre. Parce que j'en reviens là, hein, c'est quand même parce qu'ils vont vivre qu'ils vont prendre du sens. Après, il y a d'autres choses, je ne m'étends pas parce que ça nous concerne moins. Hein, l'offre de pratique sur les seniors et tout, vous êtes moins concernés par ça. Bon, ça, c'est pas nouveau quand même. Hein, si vous avez suivi les plans nationaux de natation, nutrition, santé, PNNS 1, 2, 3, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça c'est récurrent. Hein, on essaye. Enfin, le gouvernement, tout gouvernement qui s'est succédé a essayé de faire quelque chose là-dessus. Mais la promotion des activités physiques, elle est arrivée que dans le PNNS 3, c'est-à-dire en 2012. C'est assez récent. Et maintenant, ça ne fait plus de débat. Les enquêtes sont robustes. Toutes les données qu'on a, c'est que l'activité physique, ça prévient, c'est pour le bien-être, etc., mais ça prévient les maladies. C'est de la prévention primaire. Et ça aide à guérir des cancers. Donc ça a pris encore plus d'importance dans la société, dans le rôle qu'on lui attribue. D'où peut-être tout cet engouement pour parler de sport actuellement dans notre société. Ça, c'est extrait d'une intervention de Martine Duclos, qui a beaucoup travaillé sur le sport santé, qui est une femme absolument remarquable, qui est une professeure agrégée de médecine de Clermont, et qui, d'elle-même, avait fait le petit calcul, vous voyez là, donc on en revient, bon, elle est très forte en médecine, mais la multiplication est fausse, mais bon, comme c'est une photo, j'ai pas pu reprendre. Bon, bref, on est à une année civile, d'accord ? Ça, c'est une année scolaire. 10%, on y est toujours, hein, d'heures de cours. On est toujours dans cet ordre-là. Les nombres d'heures de PS, c'est 1,23% dans une année. Et puis, donc ça a été fait au moment avec Cazorla. Donc cette dernière colonne, je la prendrai avec prudence, mais sur le temps d'activité motrice et effective d'un cours, enfin d'observation de cours, on est à 0,22%. Pourquoi je vous dis ça? Pas pour que vous soyez démoralisés, mais pour qu'on soit bien conscient, encore une fois, que c'est pas l'école et c'est pas l'EPS toute seule qui va aider aux recommandations de l'OMS. Les recommandations de l'OMS, c'est 1 heure pour nos élèves là, par jour. 5 fois par semaine et 30 minutes pour les gens comme moi qui sont plus âgés. 10 000 pas, enfin bon, il y a plein de recommandations diverses et variées. Donc l'EPS, elle toute seule, elle ne fera pas cette recommandation très précise. Mais en revanche, elle fera d'autres choses pour la santé. Si on raisonne uniquement sur le côté pratique, un peu avec une dimension très hygiéniste, ça ne le fera pas. Mais en revanche, peut-être qu'on va construire d'autres choses. On va construire toutes les compétences psychosociales, on va aider à ce que les élèves aient confiance en eux, osent. Et on va aussi leur donner le goût et peut-être leur faire découvrir des activités pour qu'ils aillent pousser la porte des clubs. Et c'est bien là notre enjeu. Donc voilà, EPS Santé, honnêtement, s'il y a un sujet sur lequel on n'a jamais besoin de débattre avec les cabinets, ministres, etc., c'est celui-là. Celui-là, pas de souci, on est bien repéré.